Maintenant, on va avoir des approches pour faire le traitement de séquence. Parce que c'est quand même une notion importante d'avoir des éléments qui suivent une certaine séquence dans le temps. Avec les réseaux de neurones classiques, on les traite un à un, mais si on veut pouvoir conserver un élément d'information important qu'on trouve dans les séquences, il faut savoir comment traiter ça, comment est-ce qu'on doit le faire. Donc, une approche classique, c'est ce qu'on appelle des réseaux récurrents. Donc, dans les réseaux usuels qu'on appelle des feed-forward en anglais, les données sont propagées vers l'avant dans le réseau, puis chaque propagation est indépendante l'une de l'autre. Donc, on a vraiment une donnée, on propage. La donnée qui suit n'a aucune influence, elle est aucunement influencée par les données qui ont précédé, ne va pas influencer les données qui suivent dans son traitement. Donc, ça, c'est ce qu'on a avec des réseaux de type perceptron multicouche ou réseau à convolution standard. Donc, le traitement de données séquentielles est important dans de nombreux contextes quand on parle de, je sais pas moi, traitement de la voix, traitement de séries temporelles, c'est important, c'est central. Et l'approche des réseaux de récurrence, c'est d'avoir des connexions avec les valeurs qui précèdent. Donc, l'idée, c'est que on va avoir un réseau qui va être capable d'intégrer l'information sur ce qu'il y a eu précédemment et de l'utiliser dans les traitements actuels. Une façon de le faire, c'est de dire, bien, supposons qu'on a ici un exemple simple. On a une entrée X sur un modèle H, donc ça, c'est le modèle actuel de traitement qui peut être un réseau assez standard, qui donne une sortie ici qui est O, output. L'idée, c'est qu'il pourrait y avoir une connexion récurrente. C'est là que ça devient un réseau récurrent où le réseau H reçoit en entrée le X, mais également en entrée sa sortie pour la donnée qui précède, de l'étape précédente. Fait qu'il voit toujours un peu ce qu'il y a eu à l'étape précédente, puis à l'étape précédente, on voyait ce qu'il y avait eu à l'étape qui précédait également. Fait qu'on a comme une espèce de connexion depuis le début, puis au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on a toujours la capacité de transmettre une certaine information via le lien récurrent. Donc ça, c'est le modèle simple. En pratique, comment est-ce qu'on traite ça? On remet ça à plat. Donc, on va faire un déroulement du modèle du réseau, de dire que finalement, on a un X au temps T-1 qui rentre. On avait un peu les valeurs précédentes. On a une sortie au temps T-1 qui est le O ici. Mais tout ça fait un traitement de la fonction, selon la fonction de notre modèle, qui génère la sortie, mais qui génère également un état interne qui est utilisé comme entrée du même modèle à l'étape qui suit avec le nouveau X, XT, qui reçoit l'état ou la valeur de HT-1 en entrée pour traiter par HT, qui nous donne une sortie au temps T et qui nous donne une valeur représentant l'état interne qui est utilisé dans HT plus 1 et ainsi de suite. Donc, on a l'équivalent ici en déroulant le tout de ce modèle-là qui est quand même assez compact, qui montre le fait qu'il y a une récurrence pour traiter les séries, les données séquentielles. Donc ça, les données séquentielles, les réseaux récurrents, c'est classique, ça fonctionne jusqu'à un certain point, mais ça a un problème de perdre beaucoup l'information sur du long terme. Donc, on a comme entrée euh, un état de l'itération précédente, c'est bien dans la séquence, mais si on peut dire on pourrait faire mieux, on pourrait avoir une meilleure mémoire à long terme parce que c'est un enjeu avec ce genre de réseau récurrent-là. Donc, il y a le modèle des LSTM, les Long Short-Term Memory, qui sont des réseaux qui visent à ajouter une mémoire. Donc, on va avoir une notion de mémoire, puis la mémoire va être contrôlable. Ce n'est pas seulement d'avoir la sortie de l'itération précédente, c'est d'avoir une capacité de stocker certaines informations sur plusieurs itérations sans nécessairement la modifier. Donc, cette notion-là de mémoire est quand même importante. Donc, on a des cellules, donc on va dire qu'on a une cellule de mémoire qu'on qualifie d'état avec 4 neurones. Donc, on va avoir vraiment 4 neurones avec des rôles bien précis. Chaque neurone reçoit le X temps d'entrée. On passe au travers du neurone. Donc, ça, c'est l'entrée. Puis on a un contrôle ici. Fait qu'on a un peu la porte d'entrée qui va être contrôlée d'une certaine façon. Et donc, ça va aller vers la cellule de mémoire ou pas, selon. On a l'activation de l'entrée aussi, parce qu'il faut pas que le X il rentre pour l'activation de l'entrée. On a le X ici qui est transformé, qui peut être pris comme étant une nouvelle valeur, une valeur qui modifie la cellule, mais le X va également en contrôle de l'entrée ici, il va en contrôle de la sortie, il va en contrôle de la porte d'oubli. Donc, on a l'activation de l'entrée. On a l'activation de l'oubli. Donc, l'activation de l'entrée, c'est ici. C'est le IT qui va activer l'entrée si on le prend ou pas pour modifier l'état de la cellule actuelle, la mémoire. On a l'activation de l'oubli qui dit, bien, finalement, est-ce qu'on doit oublier l'ancienne valeur? Beaucoup, pas beaucoup.
on l'a, ou tout simplement, est-ce qu'on l'oublie complètement ou pas si on est en mode binaire, ce qui n'est pas vraiment le cas, on est plus en mode avec des valeurs numériques. Donc, on a la porte ici d'oubli qui va être contrôlée par le X également. Puis on a l'activation de la sortie disant qu'est-ce qu'on donne en sortie. Est-ce qu'on fait un espèce de mélange entre comment est-ce qu'on va moduler finalement la sortie par rapport à ce qu'on a dans la cellule. Donc, la sortie va être modulée à la fois selon l'entrée, la valeur dans la cellule, donc, va être utilisée pour contrôler finalement ce qu'on va laisser passer au travers de la sigmoïde qui représente aussi la cellule. Fait que ce modèle-là, quand même assez complexe, on s'entend, avec 4 neurones, mais constitue une unité de base, constitue un peu notre élément de base dans notre réseau multicouche. Donc, au lieu d'avoir des neurones individuels, on va avoir des cellules LSTM, et on va en mettre un certain nombre, puis on va les organiser en couches comme dans un perceptron multicouche, et ça va faire un travail. Donc, c'est une façon donc d'ajouter cette capacité-là à mémoriser et à bien traiter de façon séquentielle les données. Donc, il y a différents variants. Donc, ce que je vous parle ici, c'est un variant assez de base. Qui est unidirectionnel, qui va vraiment par progression vers l'avant, la séquence du début jusqu'à la fin, sans revenir en arrière dans la séquence. On a des LSTM bidirectionnels, des bi-LSTM, qui diffèrent des LSTM de base, justement par le fait que là, on va traiter la séquence dans les deux directions. On va la traiter vers l'avant et vers l'arrière. Donc, ça va aider à encore mieux comprendre les relations des éléments de la séquence. Puis souvent, une séquence, bien, si on parle d'une phrase, on a la phrase au complet, là. C'est pas comme s'il y avait la notion temporelle n'est pas cruciale, on ne fait pas du traitement en temps réel. On a des phrases complètes, on a des documents complets, puis on est capable de les traiter de façon globale, mais on va les traiter en les passant de façon séquentielle. Avec un biais LSTM, on sait qu'on fait le traitement dans les deux sens, donc on traite la séquence vers l'avant et vers l'arrière, ce qui aide à avoir des meilleures performances globalement parce qu'on a des cellules additionnelles qui traitent les données en sens inverse. Donc ça permet de mieux exploiter le contenu de la séquence, ça nous permet de faire mieux en termes de performance. Et c'est particulièrement pertinent en langue naturelle, où là, finalement, on a des phrases, mais ces phrases-là, ben, on veut les voir dans leur globalité. Hein. On peut avoir de la difficulté à comprendre une phrase si on a seulement la première moitié, puis on essaie de comprendre la suite ou de faire le classement, ou on arrive vers la fin, mais on a quand même une certaine distance avec le début qui nous fait en sorte qu'on perd un peu de l'information. Alors que si on l'a bidirectionnel, on va mieux construire une analyse informatique du contenu de la phrase. Un autre variant qui est tout autre, c'est le GRU, le Gated Recurrent Unit. Donc ça va être une simplification du modèle LSTM. Donc, on va combiner l'activation de l'entrée et de l'oubli ensemble. Donc, on va avoir vraiment une seule porte qui contrôle l'entrée et l'oubli. Donc, ça simplifie les choses. Ça fait un compromis différent entre la complexité et la performance, parce que des LSTM, c'est quand même assez complexe à gérer, à entraîner, à faire fonctionner. Un GRU est quand même plus simple, mais la performance peut être plus basse qu'un LSTM lorsque les deux sont bien entraînés. Ce qu'il faut comprendre comme force du LSTM, c'est que c'est en mesure de capturer des relations éloignées dans les séquences, contrairement à des réseaux récurrents qui voient vraiment les choses très localement, toujours par rapport au dernier ou avant-dernier élément qu'on a vu. Le LSTM, lui, va être capable de faire des liens plus forts. Du fait que la mémoire dans le traitement de la séquence est là, il va comme mémoriser les éléments qu'il va pouvoir réutiliser un peu plus tard. Donc, ça, c'est intéressant comme grande force. Puis ça l'a aidé beaucoup à adopter les LSTM comme une façon fréquente en réseau de neurones profonds de traiter des séquences. Il a démontré une grande versatilité. On l'utilise autant en traitement, en traduction automatisée qu'en reconnaissance de la parole. Donc, ça a fonctionné bien dans ces différents contextes-là. Puis, on a aussi des problèmes de diminution du gradient importants avec des réseaux récurrents. Le fait qu'on réinjecte le gradient, des fois, a de la misère à circuler dans tout ça. C'est beaucoup moins présent que les LSTM. La dilution du gradient reste mieux contrôlée. Une faiblesse des LSTM, c'est que c'est quand même des modèles complexes. C'est long à entraîner. Ça prend des gros jeux de données. C'est quand même une mécanique assez je dirais, élaborée. On peut le voir ça comme étant peut-être un point négatif parce que c'est trop complexe peut-être pour ce que ça devrait être. Mais ça performe très bien sur des données séquentielles. Fait qu'on on va pas l'éviter, mais on peut quand même s'entendre que c'est un modèle qui est assez complexe, difficile à entraîner, qui requiert beaucoup de calculs, qui requiert beaucoup de données. Il y a aussi tendance à faire du surapprentissage, en particulier
sur les petits jeux de données. Donc, ça, c'est à surveiller également. Dans le sens que si vous entraînez un LSTM sur un trop petit jeu de données, il peut performer très bien en entraînement et plutôt mal en test. Ça, c'est une question de surapprentissage.